parmi nous deux éminentes figures de la finance et de l'assurance en Afrique, des leaders qui ont marqué leur secteur par leur vision et leur engagement. J'ai le grand plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir à mes côtés monsieur Richard Loué, président directeur général du groupe Activa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, monsieur Richard Loué. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vais vous accompagner sur scène. Nous avons une belle mise en place pour ces conférences durant les assemblées générales. Je vous en prie, mettez-vous sur la droite de la scène. Monsieur Richard Loué, comme nous le savons tous, vous avez créé le groupe Activa, groupe panafricain que nous connaissons bien évidemment tous, et également créé en 2007 le réseau Globus, qui est le premier réseau panafricain d'assurance présent aujourd'hui dans 50 pays. Et parmi nous également, mesdames et messieurs, monsieur Tidjane Thiam qui se connecte de Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam, ai-je besoin de le rappeler, qui a plus de 30 années d'expérience dans les services financiers mondiaux et le service public. Monsieur Thiam, bonjour, vous nous entendez? Bonjour Madame Bermoussi, vous m'entendez? On vous entend parfaitement et on vous voit également à l'écran. Nous sommes ravis de pouvoir vous écouter. C'est à vous, monsieur Thiam. Merci Madame. Madame la ministre de l'économie et des finances, monsieur César Kikomié a fait une présidente de la FANAF, monsieur Abderrahim Chafi, président de la CAPS, monsieur le Wali de Marrakech, mesdames et messieurs les autorités du royaume chérifien, monsieur le président de la Fédération marocaine d'assurance, mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux de sociétés, chers participants. Je voudrais commencer cette intervention en adressant des remerciements à la FANAF, membre associé, à cette Assemblée générale, et vous dire qu'elle occupe une place particulière dans mon cœur pour trois raisons. La première, c'est que la FANAF a été fondée à Yamoussoukro. Et pour ceux qui me connaissent, Yamoussoukro se trouve être mon arrière-grand-mère. Donc c'est la seule association devant laquelle je peux m'exprimer en sachant qu'elle a été fondée dans mon village. La deuxième raison, c'est mon attachement au Maroc. Ceux qui me connaissent également savent que j'ai passé toute mon enfance, j'ai passé 12 ans au Maroc, qui est donc un pays qui m'est cher. Et la troisième raison, c'est que l'assurance est mon industrie d'origine et celle où j'ai pu passer l'essentiel de ma carrière. Je voudrais adresser des remerciements tout particuliers au président de la FANAF parce que j'ai dû annuler mon voyage à Marrakech vendredi dernier et ça lui a donné l'occasion de démontrer une qualité qui est essentielle chez tous les assureurs, c'est-à-dire un grand sang-froid. Parce qu'il a pris la nouvelle avec calme et nous sommes convenus d'organiser cette intervention par vidéo pour laquelle je vous adresse de nouveau mes excuses, mais ce sont les aléas de la politique africaine. Comme vous le savez peut-être, je suis maintenant président du PDCI en Côte d'Ivoire, le deuxième plus vieux parti africain. J'ai dû faire face à une tentative de destitution de ma présidence qui s'est achevée ce week-end par le retrait de la plainte des plaignants, mais c'était une affaire montée de toute pièce qui nécessitait ma présence en Côte d'Ivoire. Si j'étais allé au Maroc, je n'aurais probablement plus été président du PDCI en route. J'espère que vous me pardonnerez cette circonstance exceptionnelle. Je suis toujours président du PDCI. Voilà. Alors, l'assurance. Je crois profondément en la valeur sociale et en l'utilité de l'assurance qui est notre secteur à tous. Et cette conviction va colorer mon propos de ce matin. L'assurance a un rôle primordial, un rôle essentiel à jouer dans le développement d'une économie prospère et d'une société inclusive, résiliente et équitable. Donc on m'a demandé de m'adresser à vous ce matin sur le thème de cette conférence qui est quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique. Je vais essentiellement structurer mon propos en trois parties. Une
une première partie sur le rôle de l'assurance dans la gestion des risques pour les biens, pour les actifs. Une deuxième partie sur le rôle de l'assurance de la gestion des risques pour les personnes, prévoyant ces retraites. Et puis une troisième partie qui pour moi est essentielle, qui est aussi le rôle de l'assurance dans le financement de l'économie. Donc nous savons tous que pour que l'économie fonctionne, il faut que les actifs essentiels à l'activité économique soient assurés, que ce soit les maisons, que ce soit les moyens de déplacement, que ce soit les outils de travail, les usines, les immeubles où se trouvent les travailleurs. C'est la partie la plus ancienne et le cœur historique de notre métier, et c'est un domaine dans lequel on progresse, bien évidemment, en Afrique, dans tous nos pays. L'activité économique ne peut pas se dérouler si on a peur de sortir de chez soi parce qu'on a peur de sa maison, si on ne peut pas prendre sa voiture pour se déplacer, si on ne peut pas charger les marchandises sur un camion parce que les marchandises ou le camion lui-même ne peuvent pas être assurés, si on ne peut pas traverser la rue parce que si on est renversé, on aura un problème, etc., etc. Donc, l'assurance remplit une fonction indispensable pour le développement économique. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois que l'on s'exprime. Et il est primordial que les États et les gouvernements soient pénétrés de cette réalité et la comprennent et facilitent et encouragent le développement de l'assurance qui a de nombreuses externalités positives. Les intervenants ce matin en ont parlé avant moi, il y a certainement une révolution en cours de notre secteur grâce à l'essor des mobiles qui créent de nouvelles opportunités de produits, de services, par exemple pour assurer les mobiles eux-mêmes ou une entreprise comme Move Africa qui assure les chauffeurs Uber, leur permet de faire du leasing et d'y ajouter toutes sortes de produits d'assurance. Et enfin, il y a une opportunité que dans ma carrière, moi j'ai eu l'occasion de poursuivre, qui est celle de l'émergence d'une classe moyenne. Moi je l'ai fait en Asie avec Prudential, mais je vois aujourd'hui en Afrique exactement les mêmes tendances qui ont permis dans les années 90 et 2000 à l'assurance en Asie d'avoir un essor absolument extraordinaire. Le deuxième point dont je parlerai au-delà des actifs, ce sont les risques pour les personnes, et je mets là-dedans la prévoyance et la retraite, la prévoyance étant les risques d'accident. Nous avons... Dans l'Afrique de la population, on est passé de 300 millions en 1960. Allô? Allô? Oui, nous vous entendons, monsieur Thiam. Ça a figé à un certain moment, nous vous entendons parfaitement maintenant. Ah, très bien. Je trouve que c'est indicateur de l'évolution de notre continent qu'on puisse faire cette retransmission depuis Abidjan jusqu'à Marrakech dans de bonnes conditions. Donc et merci à tous les organisateurs et à tous les techniciens qui ont permis cette réalisation. Voilà, donc je parlais de la population, 300 millions, 70% de la population mondiale, 1,5 milliard à peu près aujourd'hui, 20% de la population mondiale, c'est une évolution fondamentale, et comme on le sait, c'est une population très jeune, avec une classe moyenne en croissance. Je pense que la protection contre les accidents de la vie est particulièrement importante dans nos contextes, parce que de nombreuses études montrent que quand on parle de lutte contre la pauvreté, une des premières causes du fait qu'une famille passe au-dessous de la ligne de pauvreté, c'est un accident de la vie survenant à un des parents. Un accident grave empêchant de travailler, ou pire même le décès. Donc la fonction de protéger les citoyennes et les citoyens contre ces risques, de permettre aux enfants de continuer leurs études, de ne pas être à la rue, de garder leur logement, est essentielle. Et si on regarde comment l'assurance s'est développée, en particulier en Grande-Bretagne, que je connais bien, c'est vraiment autour de ce concept-là que tout s'est structuré au départ. Et je crois que dans la conception de nos systèmes, c'est vraiment important que les ressources publiques soient concentrées vraiment sur les nécessités. Et je vois vraiment une double stratégie pour les États qui est de permettre le développement de l'éclosion d'un secteur privé dynamique de l'assurance de prévoyance pour la classe moyenne, pour les docteurs, les enseignants, les ingénieurs, les managers, ceux qui dans nos systèmes économiques ont eu la chance d'arriver à entrer dans la classe moyenne supérieure et vraiment concentrer les ressources de l'État sur les plus nécessiteux et les pauvres. Parce qu'on sait très bien qu'un système public qui peut être universel entraîne une surconsommation qui n'est pas finançable. On le voit quand on regarde en pourcentage du PIB les dépenses de santé, en
particulier aux États-Unis, le fait et en Europe en plus, dans l'Union européenne, le fait de couvrir, en particulier en Europe, la classe moyenne de façon très généreuse, conduit à des déficits qui finalement ne sont pas soutenables. Et je dirais que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire aussi bien en Indonésie qu'au Vietnam, dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et ce système-là marche bien, d'autant plus que quand on crée une demande solvable dans la santé, on attire des investissements. Il y avait des hôpitaux construits aussi bien en Thaïlande qu'au Vietnam, en Indonésie, parce qu'on savait qu'il y avait des assureurs privés qui garantissaient une demande solvable. Et l'installation de ces infrastructures profite ensuite également aux plus démunis et on entre dans un cercle vertueux en procédant comme cela. L'autre volet dont je voudrais parler, c'est celui de la retraite et de l'épargne à long terme, qui est vraiment essentiel. L'assurance vie est un secteur vital dans une économie moderne et devrait se développer beaucoup plus vite que le produit intérieur brut. Le PIB, c'est ce qu'on a constaté dans de nombreuses économies. Et certains d'entre vous ont entendu parler de tout cela, mais une des faiblesses majeures des modèles de développement, en particulier dans les pays d'Afrique francophone qui ont choisi un système de retraite par répartition, c'est l'insuffisance de fonds propres dans l'économie. Moi, ce que j'ai pu observer dans les pays qui ont des systèmes de capitalisation, aussi bien en Suisse qu'en Allemagne, en Angleterre ou en Hollande, c'est le fait que la première source de fonds propres dans l'économie, ce sont les compagnies d'assurance. Donc, ont besoin de placements à long terme et, à la différence des banques, ne prêtent pas, mais investissent en fonds propres. Et si le private equity s'appelle private equity, c'est bien parce que l'equity, c'est les fonds propres et que c'est indispensable, ces fonds propres sont indispensables à la croissance des économies, à l'existence d'un tissu de PME créateur d'emplois qui est indispensable au développement de la société, à la stabilité sociale, au développement de l'économie, et c'est la place qu'occupent les fonds de pension dans l'économie américaine. On parle beaucoup de Silicon Valley. Ceux d'entre vous qui vont à Palo Alto, vous voyez Stanford d'un côté, et vous voyez une rue où il y a tous les fonds de private equity alignés. Le Marc Andreessen, les ressources de ces fonds de private equity viennent quasiment exclusivement des fonds de pension. Ce sont les pompiers de l'Idaho, ce sont les enseignants de Californie qui fournissent cette épargne à long terme, stable, qui ensuite a un bénéfice très positif pour l'économie parce qu'elle permet le financement de start-up, d'entreprises qui sont dynamiques. Et ça, je crois que c'est vraiment une articulation qu'il est indispensable de développer dans nos économies africaines. Nous avons du mal à faire décoller nos PME, nous avons du mal à créer suffisamment d'emplois pour notre jeunesse, et nous avons, on n'y pense pas aujourd'hui, mais une nation effectivement très jeune, mais qui posera à 20, 30, 40 ans des problèmes énormes si on n'a pas accumulé l'épargne nécessaire pour financer les retraites un jour. Et c'est un peu le troisième point de mon propos, qui est de parler du financement de l'économie. Il nous faut absolument, dans beaucoup de pays, des acteurs institutionnels capables d'investir à long terme en monnaie locale. Capables d'investir à long terme en monnaie locale. Tout le monde parle de l'infrastructure gap, mais les fonds de pension africains devraient contribuer à combler ce déficit d'infrastructure. Encore une fois, c'est du win-win-win. Ça permet le financement d'infrastructures dont l'économie a cruellement besoin. Ça permet de créer des emplois dans la réalisation de ces infrastructures et ensuite de leur exploitation. Et ça permet de protéger les retraites en fournissant donc, du cash flow. Plus tard, dans la vie de ces projets, j'ai cité souvent l'exemple du pont Riviera-Marcory, le troisième pont d'Abidjan que certains connaissent, où nous avions bouclé le financement avec le fonds de pension et ce groupe de l'armée. Il y avait donc pris une part, et donc c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, les recettes de péage financent en partie les retraites des soldats et des militaires. Donc, de nouveau, pour développer un marché local de capitaux qui est indispensable, et nos bourses africaines, il faut absolument donc, des investisseurs institutionnels africains qui peuvent recycler les contributions des épargnants à ces systèmes de retraite pour ensuite les réinvestir de façon productive dans l'économie. Et je crois qu'il y a beaucoup de capital au niveau même international prêt à nous accompagner sur cette voie. Peut-être deux mots sur la régulation, et je salue la présence des régulateurs à votre
à votre assemblée. Ils sont absolument essentiels dans ce cadre. Je crois qu'ils partagent toujours notre passion pour l'assurance et ils ont un rôle à jouer en termes de compréhension du potentiel de l'assurance, aussi bien en termes d'inclusivité, de lutte contre la pauvreté, par exemple de micro-assurance, aussi bien au niveau social qu'au niveau des agriculteurs, par exemple. Le développement d'un secteur de l'assurance qui a une taille suffisante dans l'économie est une condition sine qua non du décollage de nos économies. Et donc, il faut que notre régulation prenne ça en compte. Moi, j'ai vu, par exemple, dans Solvency 2, quand j'étais en Europe, beaucoup de discussions sur comment on pourrait s'assurer que les assureurs puissent jouer dans le développement de l'infrastructure en Europe, mais ça n'a pas été pleinement résolu. Et par exemple, en contraste, vous voyez aux États-Unis, le Inflation Reduction Act de Biden, qui était plus de 300 milliards de dollars, et qui a conduit à une explosion des investissements, par exemple, dans le solaire. Le solaire qui est une opportunité unique en Afrique. Et je sais que le Maroc poursuit cette opportunité, mais je crois que beaucoup de pays africains doivent également se lancer dans cette voie. Donc ça peut paraître un commentaire paradoxal de dire qu'il y a un lien entre l'assurance et le solaire, mais en réalité, il y a un lien qui est très important. Et il y a un lien aussi entre l'assurance et tout ce qui est investissement socialement responsable, etc., etc. Donc, en parallèle des régulateurs, il faut que le gouvernement fasse de l'assurance un pilier de leur stratégie de développement, avec donc la prévoyance, la retraite et l'infrastructure, le financement de l'économie, le financement des PME au cœur de leur stratégie. Voilà donc quelques idées que je souhaitais partager avec vous. Je sais que vous allez aborder dans vos travaux tous ces thèmes, si bien celui du rôle de l'assurance dans la protection des biens et des personnes, du rôle de l'assurance dans la retraite, du rôle de technologie, qui est vraiment essentiel. Une révolution absolue aujourd'hui et d'énormes opportunités en Afrique, le rôle de la régulation, le rôle des lois et du gouvernement. Et je crois que je suis convaincu que si nous arrivons à combiner de façon positive tous ces éléments, l'avenir de l'assurance en Afrique est très brillant. Je regrette encore une fois de pouvoir être parmi vous. Je faisais une joie de voir beaucoup d'amis. Je salue au passage mon ami et frère Salut Bakaloukou, que je connais depuis la terminale du lycée d'Abidjan et qui avait beaucoup travaillé pour que je puisse être parmi vous. Donc de nouveau, mes regrets. Et si je peux me permettre un commentaire politique, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, c'est pour qu'on n'ait plus à souffrir de ce genre de manœuvre dont j'ai été victime ces 2 ou 3 derniers jours. Voilà, parce que je crois qu'un environnement politique sain, des comportements prévisibles, un système juridique transparent, fiable et indépendant sont aussi des conditions pour que l'investissement se fasse, pour que la croissance vienne, pour que l'Afrique décolle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Tidjane Thiam, pour ces propos riches, pour le partage de ces convictions. Nous allons effectivement aborder plusieurs de ces points clés que vous avez cités lors des panels durant ces 3 prochains jours. Et vous avez en effet plusieurs amis dans la salle et nous espérons vous compter parmi nous très bientôt au Maroc. Merci encore à vous, Monsieur Tidjane Thiam. Monsieur Richard Loué, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Alors vous avez bien voulu vous prêter au jeu et nous préparer une présentation aussi pour nous aider à nous mettre dans le cadre. Je vous suggère de rejoindre le pupitre pour que nous puissions écouter votre présentation et on se retrouvera juste après pour échanger autour de certaines questions. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, accompagnons Monsieur Richard Loué. Alors je demande à la régie d'afficher la présentation et le pointeur est au niveau du pupitre. Merci. Bonjour à tous, chers amis. Merci au président de la FANAF et de son bureau exécutif de m'avoir invité à échanger avec vous sur le sujet de ce matin.
J'ai tenté de les en dissuader en leur expliquant que j'allais débuter une pré-retraite que j'espère mériter, mais leurs arguments, ajoutés au plaisir de me retrouver dans ce beau pays qu'est le Maroc, et surtout dans cette cité millénaire dont le parfum nous englobe dès notre arrivée, ainsi que l'envie de retrouver mes frères et collègues marocains, m'ont déterminé à accepter cette invitation avec grand enthousiasme. Parce que les dirigeants de la FANAF savent que chaque fois qu'on parle de l'avenir de l'assurance africaine, c'est un sujet qui me passionnera toujours parce que nous avons un potentiel énorme que nous devons tous contribuer à réaliser. Alors, mon intervention, je vais la dérouler en 4 temps. En un premier temps, je vais juste rappeler quelques éléments de l'état des lieux de nos marchés d'assurance. Dans une deuxième partie, juste quelques échanges sur la notion d'inclusivité et la notion de durabilité. Après, je rappellerai très brièvement quels sont les principaux acteurs qui ont donc la charge de veiller à ce développement. Et en quatrième partie, je proposerai quelques éléments des leviers qui me paraissent importants pour arriver à cela. Mais en introduction, juste quelques échanges, quelques réflexions générales pour dire que les problèmes de l'assurance inclusive, c'est un sujet d'une permanente pertinence, notamment au niveau de la CIMA. C'est un sujet qui a été évoqué à de nombreuses reprises, à tel point que le régulateur, d'ailleurs, y a consacré tout un livre de son code depuis 2018. Ensuite, le rôle économique de l'assurance. Le président Thiam en a parlé tout à l'heure. Juste pour rappeler tout de même que l'entrepreneur ne saurait prendre des risques tels qu'il le fait sans avoir la possibilité de pouvoir préserver son investissement en transférant sur le secteur de l'assurance l'ALEA. Également au niveau du particulier, nous savons que la protection de la vie et ainsi que le souci de l'avenir de nos enfants passe par un programme d'assurance permettant que ceci soit fait avec une certaine efficacité. Pour nos États, le rôle de financement de l'économie est évident. Le précédent orateur en a parlé, et c'est vrai qu'on parle de financement de l'économie s'agissant de l'assureur, surtout en pensant à tous ces fonds que l'épargne que nous collectons sont mis à la disposition de l'économie pour financer l'économie. C'est le rôle principal, et on évoquait tout à l'heure la puissance des fonds d'investissement dans les pays anglo-saxons qui sont basés donc sur les fonds de pension d'un certain nombre de structures. Mais je voulais également indiquer qu'il y a un rôle induit qui est souvent, qui n'est pas souvent mis en exergue. C'est le rôle de l'assureur qui détermine vraiment toute l'activité économique. On nous dit, nous savons qu'on dit toujours que New York ne se serait pas construit sans les assureurs, parce qu'on n'aurait pas pu entreprendre de tels investissements si les assurances n'avaient pas pu donner les garanties adéquates à ces investisseurs. Mais également, plus près de nous, les exportateurs de cacao, de coton ou de toutes les matières premières savent très bien que lors de toutes les campagnes de récolte, lorsqu'elles vont chercher des financements de campagne auprès des bilatéraux ou des multilatéraux, il leur est toujours exigé d'apporter un contrat d'assurance incendie avec une délégation d'indemnité. C'est à cette condition seulement que les financements sont mis en place.
mais également, on le rappelait, nos banques financent l'économie en bonne partie grâce à l'épargne que les assureurs ont pu mettre à leur disposition pour réussir à financer cette économie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, par exemple, le secteur agricole est encore peu développé dans nos pays, parce que le secteur agricole bénéficie encore de peu de concours bancaires, mais parce que les banques résignent un peu à financer ce secteur, parce que l'assurance y est peu présente. Donc nous y reviendrons certainement plus loin. Et c'est le président Ben Salah disait ce matin l'importance du taux de pénétration de l'assurance sur la croissance économique, et c'est vrai, il me plaît souvent de rappeler cette étude faite par l'OCDE qui indiquait qu'une augmentation d'1 point de taux de pénétration de l'assurance se traduit par une croissance de 10% du taux de croissance de l'économie. Donc c'est dire, chers amis, vraiment l'importance du secteur de l'assurance. Je parlais de taux de pénétration qui se mesure le plus souvent, donc, comme on l'a indiqué, par le rapport entre la masse des primes que nous avons collectées par rapport au PIB. On aurait pu le mesurer également en faisant le rapport entre la masse assurable et tout ce qui a été assuré, mais ce deuxième mode de calcul peut être encore difficile parce que la masse assurable peut être un peu délicate à cerner avec précision. Mais quelle que soit la méthode d'évaluation, nous devons enfin réussir vraiment à obtenir que ce secteur qu'est l'assurance permette réellement, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages, à l'Afrique d'atteindre ce niveau de développement que nous appelons tous. Ce n'est pas simplement le devoir des assureurs, c'est également celui des régulateurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc je disais en premier lieu, juste l'état des lieux très rapidement, aussi bien au niveau macroéconomique, au niveau de la régulation, au niveau également en termes de taux de pénétration, et également, et pourtant, nous avons des atouts. Nous avons des atouts très importants. Alors, au niveau macroéconomique, très rapidement, nous savons que, juste que je sois en phase avec les slides que je vous déroule, nous savons que la croissance est résiliente. L'Afrique, depuis plus de 15 ans, présente un taux de croissance régulier. La parenthèse Covid a un peu freiné cette croissance-là, qui est toujours restée positive, car le continent africain, après le continent asiatique, sud-asiatique notamment, est le continent où le taux de croissance est le plus élevé depuis 15 ans. Donc c'est important. Ceci se fait dans un contexte économique un peu chahuté, auquel nous devons nous adapter en permanence. Au niveau de régulation, le régulateur a fait évoluer les textes ces dernières années dans plusieurs de nos pays avec deux soucis principaux. Avec un souci principal qui est celui, justement, d'accroître l'intervention de l'assurance sur l'économie. Et pour cela, il a amené les assureurs à renforcer leurs fonds propres. Et le corollaire à cela, estimant que les assureurs avaient des fonds propres désormais plus importants, le recours à la réassurance extérieure au continent s'est trouvé un peu plus contrôlé pour veiller à ce que cette épargne puisse bénéficier plus largement à l'économie africaine. Elle intervient parfois pour fixer des tarifs, même dans les risques de pointe. Au niveau du marché de l'assurance, une forte disparité suivant les zones, suivant également les pays, mais une forte concurrence aussi bien entre les groupes internationaux, les groupes régionaux, que les sociétés locales sur les différents marchés. En termes de taux de pénétration, le taux mondial, c'est vrai, varie entre 7, 8, 10%.
À côté de cela, le taux Afrique, ce n'est pas le taux Afrique que j'ai, c'est le taux CIMA qui est de 1,5%, le taux Afrique est à environ 3,5%, mais qui traduit un certain nombre de disparités entre des pays comme l'Afrique du Sud qui a un taux de 11,5% et des pays comme l'Éthiopie qui a un taux de 0,3%, en passant par des pays tels que l'île Maurice qui a un taux d'environ 5%. Et pourtant, nous avons des atouts importants. D'abord, la croissance économique dont je parlais tout à l'heure, mais également le dividende démographique. Le président Thiam disait tout à l'heure que la population africaine aujourd'hui, c'est à peu près 20% de la population mondiale. Les démographes indiquent également qu'en 2050, ce sera 25% et en 2100, ce sera un tiers de la population. Nous devons en prendre conscience de ce dividende et en plus avec une classe moyenne qui grandit. Une classe moyenne qui grandit et surtout une population d'une extrême jeunesse. Plus de 75% de cette population a moins de 30 ans et une population très largement urbanisée, donc qui est de plus en plus sensible à la nécessité de préserver son patrimoine et sa vie. Dans un deuxième temps, juste évoquer les notions d'inclusivité et de durabilité très rapidement pour indiquer, quand on parle d'inclusivité, on pense surtout aux assurances de personnes. Donc, ça peut concerner également les entreprises. C'est vrai, au niveau des entreprises aujourd'hui, où le taux de pénétration en Afrique dans les risques d'entreprise, c'est plus élevé que dans les risques de particuliers, ça c'est une donnée permanente, mais même dans le secteur des entreprises, nous pouvons avoir encore des éléments de progression importants à travers les cartographies qui sont faites, mais qui doivent être faites par des personnes dans l'entreprise dont la fonction est vraiment celle d'évaluer et de décider de la partie à transférer dans le secteur des assurances. C'est pour cela que le rôle du risk manager en Afrique doit être de plus en plus important. Et je salue donc le travail que Franco-Risk fait, en saluant mon ami Marc de Pomero, le président de Franco-Risk, qui justement essaie d'accompagner un certain nombre de marchés africains pour créer justement des associations de risk managers sur le continent. Et lors de la dernière réunion de l'ABRAE, il y a une quinzaine de jours, nous avons eu à faire la connaissance d'un certain nombre de ces associations. Il y en a une qui existe au Maroc, très dynamique. Il y en a une très dynamique également en Côte d'Ivoire. Je salue mon ami Fatola qui est quelque part, qui est le président absolument actif de cette association. Mais nous avons également vu que dans des pays tels que la RDC, le Togo, le Nigeria, le Bénin, que ces associations se créent. C'est vraiment une excellente chose parce que cela permettra aux assureurs, au niveau des entreprises, d'avoir des interlocuteurs qui sont plus sensibles à la notion d'assurance. Mais également, au niveau des risques d'entreprise, nous devons pouvoir obtenir qu'au niveau des programmes mondiaux d'assurance des grands groupes industriels, qu'il y ait un meilleur équilibre dans la répartition des primes dédiées aux risques situés en Afrique et les risques situés hors d'Afrique. Car certains programmes internationaux ne laissent sur les marchés africains que des premières lignes qui ne génèrent pas une prime très importante. Au niveau des marchés de particuliers, où la notion d'inclusivité est vraiment la plus importante, nous devons veiller à couvrir toutes les couches de la population dans tous les risques que nous pouvons lui proposer, aussi bien liés aux dommages, à la RC, à la vie humaine. Le rôle de la micro-assurance, et nous y reviendrons plus tard, est absolument indispensable. La notion de durabilité, on parle de durabilité surtout par rapport à la préservation de l'environnement. Nous devons pouvoir, sur nos marchés, assurer des risques potentiels, aujourd'hui aussi bien liés au changement climatique, aux événements sanitaires, aux événements technologiques. Ceci pour nous permettre d'avoir un continent résilient et devons poursuivre son développement dans une certaine harmonie. Dans un troisième temps, donc, les principaux acteurs, nous les connaissons tous. Je vais vraiment passer très rapidement sur ce point
en sachant qu'au niveau du client, assisté de son conseil en général, leurs attentes vis-à-vis de notre métier, c'est évidemment la qualité de service, la qualité de produit, la crédibilité surtout, le respect de la parole et faire du client un véritable partenaire. Au niveau du régulateur, dont le rôle est d'organiser les marchés, de réguler les marchés, de veiller à ce que la conformité soit respectée, mais également un point important qui n'est pas toujours mis en exergue, de développement du marché, et c'est vraiment important. Le financement de l'économie étant une préoccupation permanente également pour le régulateur. Au niveau de l'assureur et du réassureur, c'est les mêmes exigences de professionnalisme, de respect des engagements. Alors, par rapport à tous ces éléments, quels sont les principaux leviers qui devraient nous permettre d'avancer encore plus rapidement? J'ai classé cela en 3 grands groupes. Le premier, créer vraiment un écosystème de partenariat avec divers acteurs. Deuxièmement, au niveau des marchés d'assurance même, vraiment que l'innovation soit notre moteur principal. Et le troisième point, c'est la technologie, la puissance et le saut que nous devrons réaliser grâce à la technologie est vraiment enthousiasmant. Alors, au niveau des partenariats, d'abord partenariat avec le client, par son éducation, sa sensibilisation à l'assurance, qui est un élément important à travers les campagnes et également le milieu urbain. Mais également, ceci devrait nous permettre d'améliorer la perception, car dans beaucoup de nos pays, la perception de l'assureur de la part du client, notamment le particulier, est encore très négative. Nous devons pouvoir l'améliorer. Et nous devons pouvoir mieux segmenter le marché et aborder ce client vraiment en pensant à la simplification de son parcours vis-à-vis de ce que nous lui proposons. Le deuxième partenariat, c'est à l'égard du régulateur. Le régulateur est un partenaire d'une importance capitale vraiment dans notre ambition de développer nos marchés. Et c'est vrai que ce partenariat, c'est pas parce qu'on est au Maroc, mais j'ai toujours admiré énormément la grande complicité que j'ai toujours constatée entre le régulateur au Maroc et le marché marocain. Vraiment en permanence, c'est quelque chose d'important. Mais également, je l'ai constaté ces dernières années au niveau de la CIMA, le président de la FANAF en parlait, où on a vraiment le sentiment qu'au niveau de la CIMA également, nous avons un régulateur qui de plus en plus est ouvert à cette nécessité de travailler ensemble pour développer nos marchés. Je l'ai vécu et je le vis régulièrement dans un marché comme la RDC, où le régulateur également est en permanent contact avec le marché. Donc c'est un élément important. Et ce régulateur doit justement, dans ce rôle de développeur de marché, pouvoir envisager d'élargir le champ des assurances obligatoires. Le champ des assurances obligatoires. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'assurance obligatoire en Afrique, souvent les grandes voix se lèvent pour s'y opposer, mais je rappelle qu'il n'y a pas un seul pays africain où il y a plus de 5 ou 6 assurances obligatoires. Et si vous regardez beaucoup de pays occidentaux, vous avez plus de 50 assurances obligatoires. 50 assurances obligatoires que nous devons absolument dérouler. Alors les assurants du patrimoine de l'État, c'est également un point important. La fiscalité, c'est également quelque chose que nous devons veiller absolument avec le régulateur à faire évoluer. Écosystème également avec le financement de l'économie, une régulation plus stable, avec vraiment la volonté d'abord d'observer les innovations sur le marché, d'échanger avec le marché avant d'établir la régulation qui doit suivre. Partenariat avec les assureurs globaux, donc très rapidement, c'est également un partenariat plus équilibré, comme j'évoquais tout à l'heure, à travers les programmes mondiaux.
Partenariat avec les telcos, avec les circuits de distribution, parce que nous devons être plus près de nos clients, aussi bien à travers la téléphonie mobile, à travers les institutions de microfinance, pour leur permettre aux clients de souscrire, de suivre son contrat et surtout aux assureurs de payer les sinistres. Également faire des assurtech de véritables partenaires, car des plateformes sont à notre disposition pour nous permettre d'avancer rapidement dans ce sens. Alors, en termes de produits, c'est pareil, au niveau des marchés, des produits adaptés aux besoins de l'assurance, un meilleur ciblage des marchés et au niveau de l'informel, véritable pari pour nous, compte tenu de l'importance de l'informel sur nos marchés. Et les risques liés également au changement climatique. La réassurance a un aspect très important. Je n'en parle pas plus longtemps parce que je sais qu'un panel au cours de la semaine va s'y pencher. Au niveau des marchés de l'assurance, je le disais, beaucoup d'innovation, de ressources humaines, et au niveau des marchés, innovation dont le code éthique et également la confraternité qui devrait nous permettre d'être encore plus efficaces. Alors, le dernier point sur ces leviers, c'est la technologie, la digitalisation, la maîtrise de la data, également les espoirs de l'intelligence artificielle, essentielle pour nous. Donc, nous devons absolument bénéficier de cela. L'intelligence artificielle doit nous permettre de faire un saut qualitatif important du fait de la jeunesse de nos populations. Nous devons absolument y travailler. Alors, juste pour rester dans les délais avant que Manal ne me coupe, juste quelques mots de conclusion pour dire, si je devais sélectionner 5 leviers importants, l'éducation des clients, l'innovation dans le marché, faire du régulateur de plus en plus un vrai agent de développement, accentuer le développement de la microassurance, et le 5e, une utilisation optimale de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle. Ceci devrait nous permettre, je l'espère, en 2035, à faire une projection qui nous permette d'arriver à un taux moyen sur le continent d'environ 5%, y compris dans la zone CIMA, et qui devrait faire de l'Afrique un marché qui compte de plus en plus, un peu plus de près de 2%, contre 1% aujourd'hui, et passer d'un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars US aujourd'hui à près de 250 milliards. Ceci devrait donc drainer vers les pouvoirs publics des financements permettant à nos États de réduire leur endettement et de soutenir une croissance toujours durable. C'est notre espoir, c'est notre devoir. Nous devons y croire. En tous les cas, moi, j'y crois très fortement. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Richard Loué, pour cet exposé extrêmement riche. Je vous invite à me rejoindre pour poursuivre la conversation avec quelques questions, si vous le permettez. Une vision et une projection très ambitieuse que vous venez de nous partager pour passer d'un taux de 1,5%, un taux de pénétration de 1,5% à 5% en 2035. Reste à définir cette feuille de route ensemble. Alors, Monsieur Loué, j'aimerais revenir sur les 3 premiers leviers parmi les 5 que vous venez de nous exposer. Et le premier étant l'éducation, la sensibilisation. Vous avez parlé de ce volet extrêmement important. Qu'est-ce qui nous manque réellement aujourd'hui? Comment pourrait-on progresser sur ce volet-là? Quelles sont les compétences nécessaires d'un point de vue RH pour progresser sur ce volet important? Allô? Très bien. Merci pour cette question. Normalement, c'est ACI. J'ai Conseil international. Dans notre métier, le principal capital n'est pas le capital financier, c'est le capital humain. Parce que notre métier, c'est un métier de relations, de contact. Nous devons avoir du personnel capable justement de gérer cette relation humaine avec efficacité, dont la qualité de nos ressources humaines est essentielle. Je sais que de nombreuses institutions de formation existent sur le continent. Il doit en avoir 3 fois plus, évidemment. Mais surtout, dans le cursus académique de ces formations, nous devons veiller absolument qu'au-delà des acquis académiques, théoriques, que la connaissance de l'environnement, la connaissance du client
l'identification des besoins du client soit une priorité pour permettre à nos jeunes étudiants de pouvoir être plus efficaces. Je sais que beaucoup de travaux sont faits, mais nous devons être encore plus présents, aussi bien dans l'actuariat que dans l'approche technique des risques. Absolument, être plus présent et aussi pour contrer ce manque de confiance aussi que vous avez cité tout à l'heure et qu'il est important aussi d'adresser. Selon vous, quelle est votre perspective en fait sur ce manque de confiance? Que devons-nous développer pour contribuer à installer cette confiance tellement nécessaire pour augmenter le taux de pénétration? Alors pour développer cette confiance, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette défiance. Il y a cette défiance parce que l'assureur, malheureusement, a une perception négative vis-à-vis du grand public comme étant une institution qui ne respecte pas ses engagements. Donc faisons tout pour améliorer la qualité du règlement des sinistres. Nous devons absolument y travailler. Je sais que sur plusieurs marchés, les efforts sont faits. On a mis des systèmes IDA ensemble, indemnisation directe de l'assuré, mais nous devons aller plus loin. Je vous assure que déjà cet effort-là permettra de plus en plus aux clients d'avoir cette confiance. Mais en même temps, nous devons sensibiliser ce client, bien lui expliquer que toute vie, tout investissement comporte une dose d'aléas et que l'assureur, c'est son métier justement, à travers un certain nombre de techniques, de récupérer cet aléa pour permettre à l'entrepreneur de consacrer la totalité de son énergie uniquement au développement de son affaire, qui permet aux particuliers d'envisager l'avenir de ses enfants avec sérénité, qui permet aux banquiers de donner du crédit en sachant qu'une assurance décès lui permet d'avoir plus de chances de recouvrer également son financement. Donc, c'est vraiment des choses qui sont totalement liées et c'est tout ce travail-là qui devrait permettre vraiment à améliorer cette perception. C'est extrêmement important et vous verrez, les entreprises, la partie entreprise a moins ce sentiment de manque de confiance. Parce que là, c'est des discussions B2B, c'est des discussions entre connaisseurs. On sait très bien dans un contrat ce qui est couvert, ce qui est exclu et les niveaux de franchise, pourquoi c'est fait. C'est pour cela que, je le disais, les risques managers seront très importants. Mais c'est surtout au niveau du particulier, qui représente le développement du continent africain dans l'assurance se basera sur le développement de l'assurance du particulier. La puissance de la micro-assurance, nous devons absolument y veiller. Donc c'est au niveau du particulier que nous devons travailler sur cette confiance. Évidemment, des campagnes de communication pour bien expliquer ce qu'est l'assurance, ce que l'assurance fait. Mais il faut que nous fassions ce que nous avons promis. Absolument. Donc un mix entre les aspects techniques et de clarification des règlements, mais aussi beaucoup de travail de pédagogie, d'explication et de sensibilisation. Je voudrais revenir maintenant sur le deuxième point clé que vous avez cité, qui est l'innovation dans le marché des assurances, l'innovation évidemment en termes de produits, de services. Nous sommes aussi à l'ère de l'intelligence artificielle, vous l'avez cité tout à l'heure. À quel niveau concrètement voyez-vous l'utilisation de l'intelligence artificielle comme levier de développement pour l'industrie? L'intelligence artificielle, c'est une utilisation optimale de la data. Donc il faudrait qu'au niveau de nos entreprises, de nos marchés, nous puissions avoir un système nous permettant d'avoir une qualité et une quantité de données qui nous permettent vraiment de segmenter nos marchés, de bien percevoir les besoins des clients, de pouvoir les approcher en sachant de manière claire ce que nous avons à faire. Mais pour cela, il faut que la data puisse respecter un certain nombre de règles de gouvernance, d'audit et franchement de transparence. Et ça, c'est très important. Un des aspects, sans que ça ne soit l'intelligence artificielle déjà, mais vous voyez, ces dernières années, la digitalisation a fait beaucoup d'avancées sur le marché. Nous avons réussi, à travers la digitalisation, à faire progresser un certain nombre de secteurs de nos activités. Je parlerai de l'assurance automobile, par exemple, où le marché africain est même en avance. Vous avez de nombreux pays européens aujourd'hui où il y a encore besoin de produire un support papier pour justifier le fait qu'on est assuré. Sur le continent, de plus en plus, tout cela est digitalisé. Je peux vous dire que ce soit sur le marché, dans la zone FANAF par exemple, sur des marchés comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal,
je peux vous dire que la digitalisation de l'attestation automobile a permis de faire croître le marché automobile d'au moins 30%. Et je félicite les régulateurs de la zone parce que c'est un aspect qui ne fait pas encore l'objet d'une régulation. Les régulateurs ont accompagné ce mouvement. Il est en train de réfléchir pour savoir quelle protection même pour cela. Donc c'est un point important. L'intelligence artificielle, pour y revenir, mais c'est un domaine, très franchement, personnellement, voyant la jeunesse et la population africaine. Vraiment, nous devons investir dans ce domaine. Nous devons rattraper le gap qui nous sépare du monde occidental aujourd'hui grâce à l'intelligence africaine parce que nos populations sont mieux préparées parce que jeunes à cela. Donc, nous devons absolument nous accrocher à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait et faire en sorte que nos jeunes puissent aller de plus en plus dans ce secteur, dans leur formation, dans leur stage. Moi, très fortement, je pense que l'intelligence africaine, ce n'est pas forcément à Silicon Valley qu'on verra les avancées de demain. C'est dans plusieurs de nos pays aussi, autour de nos jeunes ingénieurs informatiques qui ont la même intelligence dans la tête que ceux de Stanford ou bien ceux de Shanghai. Absolument, absolument. Utilisation de l'intelligence africaine pour tirer bénéfice de l'intelligence artificielle au service de notre industrie. Merci encore. Je vais terminer sur une troisième question qui est relative au troisième point que vous avez cité, et c'est la régulation. Le régulateur, son rôle extrêmement important pour accompagner le développement du secteur tout en permettant une certaine innovation. Quelle est votre perspective sur le sujet? Comment placer le curseur au bon niveau entre protection et ouverture pour accompagner le développement? C'est vrai que le rôle primordial du régulateur, c'est de veiller à la protection des assurés. C'est évident. C'est également de veiller à la régulation et à l'assainissement du marché. C'est également évident. Mais je pense que beaucoup a été fait déjà dans ces deux domaines-là. Et les assureurs eux-mêmes comprennent de plus en plus la nécessité d'avoir l'intérêt du client permanent dans ses actions quotidiennes. Donc, notre souhait, et mon souhait profond, c'est que de plus en plus, vraiment qu'une vraie complicité s'installe entre le régulateur et le marché. Ceci est productif. Ceci ne veut pas dire que le régulateur va accepter tout ce que le marché lui propose. Ceci veut simplement dire que le régulateur laissera le marché travailler dans le sens de l'innovation, parce que l'innovation, pour moi, c'est le moteur de cela. Et cette innovation sera forcément bridée si à chaque fois, il faut une autorisation préalable pour explorer telle ou telle cible. Il faut laisser le marché innover, avancer, et que le régulateur puisse échanger avec le marché, et ensuite mettre effectivement les barrières là où il faut. Et vraiment, je le dis encore avec insistance, une certaine avancée dans cette complicité s'observe au Maroc depuis des années, dans la zone CIMA ces dernières années, en RDC et dans quelques marchés. Mon souhait, on parlait d'harmonisation de la régulation tout à l'heure, les assurés comme les assureurs ont besoin d'une régulation stable, pas une régulation qui évolue tout le temps, d'une régulation qui également indique que les assurances obligatoires, c'est indispensable. Mais d'ailleurs, dans la zone CIMA-FANAF, Abdou Cissé a fait une étude en les chiffrant sur 3 pays principaux de la zone, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, pour montrer simplement, à partir de quelques exemples d'instauration d'assurance obligatoire, quel montant de primes complémentaires pourrait être généré. Je vous assure, ce n'est pas révolutionnaire du tout. C'est des choses qui existent ailleurs. Comment imaginer que des risques tels que la multirisque habitation, tels que la tout-risque chantier ne soient pas encore obligatoires sur nos marchés, tels que de nombreuses responsabilités civiles? Mais c'est des choses que nous devons absolument essayer de convaincre le régulateur d'instaurer pour qu'ensemble nous puissions... Et c'est là pour moi d'ailleurs la vraie protection de l'assuré. Parce que lorsque ce particulier ne prend pas ses garanties, en cas de sinistre, on se rend bien compte que c'est important. Également le rôle du réassureur, et ça c'est important, le réassureur doit permettre au marché effectivement de pouvoir souscrire dans les branches plus importantes
et dans des capacités de souscription plus importantes aussi. Il faudra vraiment veiller à ce que, évidemment, le rôle de la réassurance internationale sera toujours nécessaire. Il ne s'agit pas de charger les fonds propres de nos compagnies d'assurance, mais il faut leur permettre, y compris à travers le phénomène de la coassurance, de veiller que les différents acteurs des marchés désormais assainis puissent avoir tout le potentiel conservé sur notre continent pour pouvoir mieux intervenir sur la scène, sur la scène économique. Merci beaucoup. L'instauration effectivement d'assurance obligatoire, un point qui a été cité plusieurs reprises cette matinée. Monsieur Richard Loué, merci infiniment pour votre expérience, pour votre expertise et pour vos générosités dans le partage. Je vous propose que nous applaudissions bien fort, mesdames et messieurs. Et pour vous exprimer nos remerciements, je souhaite inviter à nous rejoindre sur scène monsieur le président de la FANAF, monsieur César Ekomi Afen, qui va nous rejoindre sur scène. Je pense qu'il est prévu de vous remettre quelque chose en signe de notre appréciation et notre remerciement. Sous vos applaudissements, encore une fois, monsieur Richard Loué. Merci beaucoup. Monsieur le président de la FANAF qui se dirige vers nous. Je vous remets le micro et puis le cadeau en souvenir. On va vous demander de vous mettre juste là au centre et de vous retourner vers notre audience pour avoir une photo de ce moment en signe de remerciement de votre partage et de votre expérience. C'est avec beaucoup de fierté que je remets ce présent à mon très cher ami Richard Loué et par rapport à son expertise et sa prestation de ce jour. On savait pouvoir compter sur toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Merci monsieur le président de la FANAF. Je vous reprends cela, on vous retrouvera tout à l'heure. Et un grand merci encore à monsieur Richard Loué que je vous propose que nous accompagnions par nos applaudissements. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre programme de cette matinée, des conversations extrêmement riches avec des experts de haut